Comme vous le savez, on a une réforme actuellement, du DUT qui va passer en bachelor universitaire de technologie à la rentrée, 2021. Et donc l'objectif de la présentation, c'est de vous montrer, donc je vais vous présenter les points principaux, du bachelor universitaire de technologie. Donc c'est un diplôme universitaire qui correspond à un grade de licence, c'est-à-dire maintenant effectué en 3 ans au lieu de 2 pour le DUT actuel. Ça reste une formation sélective, en entrée, et donc accessible aux bacheliers généraux et technologiques. Alors, là, ce qu'on va mettre en place, c'est, également une approche par compétences au niveau du bachelor, donc une pédagogie basée sur les compétences et avec, une part assez importante, hein, de travail en mode projet puisque, dans cette nouvelle mouture de diplôme, on passe à peu près à 600 heures de projet, réparties sur les 3 années. On conserve, en termes de, comment dire, de formation, un accompagnement qui est individualisé, hein, c'est une grande force des DUT, et un environnement universitaire à taille humaine. Heu, Autre caractéristique du BUT, c'est qu'on a toujours conservé un programme national, hein, donc c'est vraiment un diplôme national. Et un fort lien avec, les milieux socio-professionnels. Les les DUT, les IUT sont regroupés en réseaux, de la DIUT, et ce réseau fonctionne en tandem avec, un autre réseau qui est, l'Union nationale des présidents d'IUT, donc une UNPUT, qui sont en fait, les présidents de nos conseils d'institut. Voilà. Donc il y a un très fort lien entre, les IUT et le monde socio-économique. En termes d'architecture des formations, on va conserver 24 spécialités de but, qui sont les mêmes que pour les DUT actuels. Chaque spécialité va être basée sur 4 à 6 blocs de compétences, et puis, on a également une organisation des formations en 3 types de parcours. Voilà. Alors, hop. Alors, je vais vous présenter brièvement les 3 typologies de parcours qui ont été retenues pour les différentes spécialités. Donc le type 1, en fait, on a qui correspond à un tronc commun, supérieur à 50, et une spécialisation qui arrive à partir du semestre 3, donc de la deuxième année du BUT. Donc, dans la partie supérieure de l'écran, alors je ne sais pas si vous voyez, en fait, ici, on a toute la partie tronc commun, et puis dans la partie inférieure, eh bien, on a des compétences qui vont correspondre à différents parcours. Donc, par exemple, les compétences 4 et 5 qui seraient, spécifiques à un parcours A, puis, les compétences, 4 et 5 qui seraient spécifiques à un parcours B. On a une deuxième typologie de parcours qui est, comment dire, présente, où on n'a pas forcément un tronc commun, heu, comment dire, à l'ensemble des parcours, mais plutôt, des spécialisations toujours à partir du S3 sur, certaines compétences. Donc, par exemple, sur le parcours A, ici, on voit que, les compétences 3 et les compétences 5, apparaissent, au niveau de la deuxième année de but, tandis que, sur le parcours B, en fait, c'est les compétences, 2, le bloc de compétences 2 et le bloc de compétences 4 qui, apparaissent, eux, à partir de la deuxième année de but. Voilà, ce 2 type de parcours, le type 2, qu'on va beaucoup retrouver dans nos spécialités de but. C'est plus des blocs de compétences qui sont, activés, et pas vraiment un comment dire? Un un tronc commun.
Dans la troisième typologie de parcours, alors ça correspond à ce que sur certains DUT, on avait déjà actuellement, des parcours d'options et donc sur ces parcours de type 3, en fait, on va avoir une spécialisation, de plus de 50 et qui intervient dès le premier semestre, dès la première année. Donc c'est sur certaines spécialités de DUT. En fait, les étudiants vont avoir à choisir, dès l'inscription l'option, heu, qu'ils souhaitent intégrer parce que, cette option, elle va être mise en place dès le semestre 1. Voilà. Donc pour résumer un petit peu et faire la comparaison avec, le DUT actuel, donc, là, dans la formule actuelle, on a une sélection sur Parcoursup, au niveau de la terminale ou après le bac, 2 années. Et puis après, en fonction, des choix de l'étudiant, on peut avoir soit une insertion professionnelle, soit une licence professionnelle, mais qui nécessite, forcément une nouvelle candidature dans la licence professionnelle, ou Cédric, alors, au choix excuse-moi, ton des ét transparent n'a pas changé, Cédric. ah pardon, alors, comment ça se fait? Que Super, ça y est, c'est passé. ah, ça prend un petit peu de temps des fois. A priori. Et donc, alors, pour, reprendre un petit peu où j'en étais, donc 2 années de DUT, insertion professionnelle possible ici, une licence professionnelle ou l'intégration d'une école d'ingénieur ou d'une licence, on va dire, classique et ça se fait par le biais d'une nouvelle candidature. Donc ça, c'est dans le schéma actuel. Donc à l'horizon, 2021, donc dès la rentrée prochaine, on va passer sur un format en 3 ans, donc 3 années de but et donc avec en objectif, de fin de ces 3 années, soit une insertion professionnelle, soit la possibilité de candidater dans des écoles ou dans des masters, mais toujours là avec, des dossiers de sélection, que ce soit pour les écoles ou les masters. Pour les étudiants qui le souhaitent, on aura toujours possibilité d'obtenir un DUT. Alors attention, le DUT de nouvelle formule, hein, qui ne sera pas, exactement équivalent au DUT actuel. Donc pour les étudiants, en fait, on a une foire aux questions, qui a été établie, au niveau de la DIUT à partir de questions qui sont fréquemment posées. Donc pour l'entrée dans les buts, les frais de scolarité ne varient pas en fait, hein. On n'a pas de changement, par rapport au modèle actuel. Les étudiants bénéficient toujours des frais d'inscription universitaire, environ 170 € à l'année, ou de l'exonération s'ils sont boursiers. On n'a pas également de changement, dans le niveau de sélection. En fait, on a toujours une formation qui reste sélective et les niveaux de sélection intègrent la réforme du bac général qui est en cours. Et enfin, les BTS, donc les BTS pourront intégrer la formation pour obtenir un but. Normalement, il est prévu d'avoir des passerelles, heu, d pour aussi bien pour des étudiants de BTS que pour des étudiants de licence générale ou d'une autre formation, éventuellement à bac, +1 ou bac +2. Mais là, dans ces cas-là, bien entendu, vu que le DUT est une formation sélective, ça se fera sur dossier. Donc les DUT disparaissent pas vraiment. En fait, les étudiants pourront toujours, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, pourront toujours, demander un DUT de nouvelle formule à l'issue des 2 premières années, éventuellement. Donc là, c'est pas encore, bien établi, mais pour, toujours continuer, notamment à intégrer des écoles d'ingénieurs, s'ils le souhaitent. Les parcours qui sont proposés dans chaque spécialité sont des spécialisations progressives qui permettent de viser
Alors nous, ce qu'on met un champ de compétences, mais c'est surtout on va dire, de se spécialiser sur des métiers en général ou sur des classes de métiers. La plupart du temps, le choix de parcours se fait à partir de la seconde année et il y a que 3 spécialités qui offrent des parcours dès la première année. Donc c'est tout ce qui est parcours de type 3. Ce sont les spécialités génie biologique, informatique communication et carrière sociale. Voilà. L'encadrement entre le DUT et le BUT ne change pas, hein. On a toujours des équipes qui sont, composées à la fois d'enseignants, qui proviennent du secondaire, d'intervenants extérieurs issus du monde socio-économique, et puis, d'enseignants-chercheurs. Et puis, concernant les licences professionnelles, certaines vont continuer à exister, hein. Sur Lorient, on sait déjà d'ores et déjà qu'on a 2 licences professionnelles qui sont vraiment des licences professionnelles de niche et qui vont continuer à coexister avec nos parcours, avec nos, comment dire? Nos spécialités de but. Néanmoins, la majeure partie des licences professionnelles vont contribuer à la création des parcours de but. Alors, la terminologie de bachelor, universitaire de technologie, c'est pas quelque chose qui forcément correspondait beaucoup, à, aux enseignants et aux directeurs d'IUT, parce que c'est effectivement un nom bachelor qu'on retrouve, pour un certain nombre de formations privées et ça pouvait porter à confusion. Donc le nom de bachelor universitaire de technologie, par contre, c'est, un nom propre enfin vraiment propre au bachelor qui est dispensé dans le réseau des IUT. D'accord. On aura toujours la possibilité de faire des poursuites d'études après un bachelor universitaire de technologie, que ce soit dans les masters ou dans les écoles, mais à ce moment-là, sur présentation de dossier et avec un objectif clairement affiché aussi au niveau, de ces bachelors qui sont des licences professionnelles, hein, d'avoir une forte intégration des milieux professionnels à l'issue du but. Hein, de mémoire, les objectifs sont à 50 d'étudiants qui, partent en insertion professionnelle. Voilà et comme je l'ai mentionné juste avant, on ne peut pas trouver de but ailleurs que dans les IUT. Alors là, je vais repasser la main à Brigitte, pour qu'elle présente les différents parcours qui vont être possibles, au niveau de l'IUT de Vannes. Ouais. Je te remercie Cédric. Donc pour l'UT de Vannes, on a nos 4 spécialités qui sont maintenues, donc GEA, TC, STID et informatique. Donc STID est peut-être un peu moins connu, c'est statistique et informatique décisionnelle. Sur les 3 premières formations, nous avons un choix de parcours de type 1, c'est-à-dire que la spécialisation ne se passe qu'au second, en seconde année. Ça veut dire qu'il n'y a pas de choix à faire au niveau de Parcoursup des spécialités. Donc, pour ceux qui connaissent déjà l'UT, au niveau du département GEA, nous avons repris les anciennes options que pouvaient exister sur la formule DUT. Donc, ce qui nous fait maintenant 4 parcours qui vont être ouverts. Donc, on va avoir un parcours ressources humaines, gestion et pilotage, la partie plutôt fiscale et financière et la gestion entrepreneuriat. Donc, ça reprend les spécialités et les thèmes qui étaient déjà développés au niveau du département GEA. Pour le département TC, donc, on va garder les 3 spécificités qu'il y avait à Vannes, donc marketing, business et gestion entrepreneuriat. Une nouvelle spécialité, parcours plutôt que spécialisé, excusez-moi, c'est le business international, qui est un nouveau type, je dirais, d'orientation que va prendre le département sur l'ouverture internationale. Au niveau du département statistique, il y aura 2 parcours, donc statistique et informatique décisionnelle, donc un orienté plus sur la théorie statistique et l'autre plus sur la visualisation informatique. Donc on va garder les 2 spécificités déjà du parcours existant. Et enfin, informatique est un parcours de type 2. Donc je vous laisserai revenir sur les transparents parce que c'est un petit peu compliqué, où là en fait les compétences ne sont pas acquises forcément au même moment dans la formation.
Donc, une sur la partie développement logiciel et une sur je dirais, plus orientée sur la partie données. Voilà, merci Cédric. De rien. Et donc moi, je vais finir cette présentation en vous présentant les spécialités et parcours de l'IUT proposés à l'IUT de Lorient-Pontivy. Donc sur l'IUT de Lorient-Pontivy, on a 2 sites, un à Lorient, un à Pontivy. Donc la première spécialité, c'est génie chimique, génie des procédés, GCGP, qui lui se situe à Pontivy. Donc c'est un parcours de type 2 où les compétences, certains blocs de compétences seront portés au niveau 3, donc le niveau maximal, et puis certains blocs de compétences seront, eux, portés uniquement sur le niveau 2. Donc 2 parcours ont été choisis sur les 3 qui sont possibles au niveau national. Donc conception des procédés et innovation technologique, et un deuxième parcours sur le contrôle qualité, l'environnement et la sécurité des procédés. En fait, là, ce sont 2 parcours qui ont été choisis en lien avec les licences professionnelles qui sont actuellement développées au niveau du département. Donc, sur le site Lorientais, nous avons 4 spécialités de DUT, GIM pour génie industriel et maintenance. Donc là encore, la spécialité a fait un choix de parcours de type 2 et le département proposera 2 parcours sur les 2 qui sont définis au niveau national. Donc le premier parcours, c'est l'ingénierie des systèmes pluritechniques et le deuxième parcours, c'est le management et les méthodes de maintenance innovantes. Donc, à savoir qu'actuellement, il y a 2 licences professionnelles principales qui sont adossées au département GIM, donc IMSA et IMB pour l'ingénierie et la maintenance biomédicale. Donc, IMB, c'est une licence professionnelle qui sera toujours dispensée en tant que licence professionnelle, et la LP IMSA va servir à créer le parcours ingénierie des systèmes pluritechniques essentiellement. En génie thermique et énergie, donc GTE, là, ce sont également des parcours de type 2 et le département a fait le choix de proposer 2 parcours sur les 4 qui ont été définis au niveau national. Donc, le premier parcours concerne l'optimisation énergétique pour le bâtiment et l'industrie, et le deuxième parcours est lui focalisé sur la réalisation des installations énergétiques pour le bâtiment et l'industrie. HSE, donc le département hygiène, sécurité et environnement. Alors c'est un parcours qui est de type 1 et avec donc un tronc commun et puis la particularité qu'on n'a pas de, on n'a qu'un seul parcours qui a été défini au niveau national. Donc là, les étudiants n'auront pas de choix de parcours. Et le parcours s'appelle Sciences du danger et management des risques professionnels, technologiques et environnementaux. Voilà. Et enfin, le dernier département, le département Clio, donc qualité, logistique et informatique organisationnelle. Donc là, c'est un parcours également de type 1, avec 2 parcours ouverts sur les 4 parcours définis au niveau national. Donc ces 2 parcours sont le management de la production de biens et de services et l'accompagnement de la transformation numérique. Vous m'entendez? On t'entend très mal, en fait, il y a beaucoup de bruit. Je ne sais pas si au niveau de ton micro, il y a quelque chose qui… Alors moi, j'ai pas de problème au niveau de mon micro. Ah, ça y est, c'est bon là. J'ai coupé le micro d'un intervenant. Ouais, c'est parce qu'il y avait un micro qui était ouvert, je pense. Donc voilà, et puis bah, c'était tout. J'espère que j'ai pas été trop rapide. Je pense que si, mais c'est difficile. Donc bah, je suis disponible pour vos questions si vous en avez. Alors, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions,
à soit les poser directement via votre micro ou alors par le chat. Mais là, comme voilà, la présentation est terminée, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir directement. Je regarde s'il y en a eu pendant la... Il y en a une sur la spécialité. Il demandait si c'était conseillé ou obligatoire, effectivement, les choix des options. Alors, je suppose qu'il parle des spécialités. Je pense que c'était au niveau du baccalauréat, c'est ça, et pas au niveau de chez nous. C'est pas la même. Parce qu'on a le même mot, mais je pense que c'est au niveau du. C'est ça, d'accord, merci. Donc, au niveau de l'UT de Vannes, alors ça dépend, effectivement, il y a deux départements pour lesquels le choix de la spécialité mathématique, donc c'est plus pour informatique, et le département statistique pour lequel il est conseillé de ne pas avoir forcément arrêté complètement les mathématiques en terminale, donc d'avoir la partie mathématique complémentaire. Sinon, c'est vraiment ce que l'on appelle des spécialités adaptées ou très adaptées. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quand même les étudiants qui postulent ont déjà cette envie de discipline quand ils postulent après dans nos départements. Puisque c'est quand même adapté à leur profil un petit peu original. Pourquoi utilisez-vous le terme de conseiller ? Parce que je pense que sur les spécialités de bac généraux, le terme utilisé, c'était adapté, très adapté et complémentaire, alors que pour les bacs technologiques, alors j'ai pas la formulation exacte, je crois que le mot était spécialité adaptée, elle doit être envisagée. Donc ça conseiller, ça regrouperait en fait pour les bacs généraux et bacs technologiques. Voilà. Ça évitait de mettre, parce que si on avait adapté, les bacs techno ne se retrouvaient pas, et si on avait mis très envisagé, les bacs généraux se reconnaissaient pas. Donc c'est un terme qui est plus générique en fait, pour couvrir bacs généraux et bacs techno. Il y a deux collègues qui n'ont pas bien compris le sens de parcours 1 et parcours 2. Ouais. Alors, en fait, on vise quand on va proposer maintenant nos spécialités, on fait une approche, donc on change, on va dire d'optique, puisque maintenant on a vraiment une approche par bloc de compétences. Donc on va avoir des spécialités qui sont définies avec entre 4 et 6 blocs de compétences selon les spécialités. Et en fait, on essaye d'adapter ces blocs de compétences à des champs de métiers. Alors c'est pas on vise pas des métiers spécifiques, mais on vise particulièrement des grands domaines professionnels, voilà, et qui font appel à des blocs de compétences. Après, ces blocs de compétences, vous voyez, donc ils ont différents niveaux. Hein, donc, souvent en première année, on pose des premières briques. Alors moi, je pourrais donner l'exemple du département génie thermique et énergie dans lequel je travaille. En génie thermique et énergétique, on va faire de la thermodynamique en première année sur le premier semestre. Après, sur le deuxième semestre, on va faire de la thermodynamique appliquée à certains systèmes. Et puis, dans la deuxième année, on va voir comment on peut appliquer ces notions de thermodynamique à des machines thermiques de production d'énergie ou à des machines frigorifiques. Donc, c'est un peu ce concept-là. Donc, on va avoir des niveaux pour définir une progression des compétences de l'étudiant au fur et à mesure des années. Maintenant, en fonction des catégories de métiers, les étudiants vont pas avoir besoin des mêmes blocs de compétences, je dirais. Et donc, pour définir des parcours qui sont orientés vers ces champs de métiers, on va avoir un certain nombre de blocs de compétences qui vont être portés au niveau 3 et d'autres blocs de compétences qui vont être portés au niveau 2. Et après, c'est dans l'organisation générale des parcours qu'on fait des choix, soit de regrouper avec un gros tronc commun qui comporte plus de 50%, c'est-à-dire en fonction des spécialités, on ne va pas avoir la même manière d'organiser les enseignements par rapport à ces blocs de compétences. Et il y a des spécialités, par exemple, si je prends un parcours de type 1,
on va peut-être avoir besoin d'un socle de compétences communes pour l'ensemble des métiers qui sont proposés en sortie de BUT qui va être supérieur à 50%. C'est le cas du type 1 là, par exemple, bah voilà, vous voyez, j'ai plus de 50% du programme qui est commun à l'ensemble des parcours. Et donc après, les parcours, eux, vont se spécialiser. Alors c'est un peu, pour ceux qui connaissent les écoles d'ingénieurs, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'à partir des années 2 et 3, on va avoir une spécialisation progressive avec des nouveaux blocs de compétences qui vont apparaître. Voilà. Le parcours de type 2, en fait, on n'a pas forcément de tronc commun, qui est aussi bien défini et c'est plutôt par rapport à des catégories de métiers qu'on va choisir. Par exemple, ici, vous voyez que dans l'exemple qui a été choisi, c'est pas du tout, à part la compétence, le bloc de compétences numéro 1 qui est commun aux 2 parcours, il n'y a pas d'autres éléments qui sont communs en termes de niveau. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller, la compétence 2 par exemple, dans le parcours A, elle va être portée au niveau 3, alors que dans le parcours B, elle va être, que jusqu'au niveau 2. Alors, je vois, il y a une réaction. Si j'ai bien compris, la dernière année sera très similaire à la licence professionnelle. Non. En fait, c'est l'objectif là, du but, c'est pas de faire 2 années de DUT plus 1 année de licence pro enfin de prendre le schéma actuel et de le retranscrire dans le but. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va passer, alors Brigitte, tu me dis si je dis des bêtises, mais de mémoire pour nos parcours, enfin pour nos spécialités secondaires, on va passer d'un peu plus de 2200 heures de cours entre les DUT et les LP à 2000 heures de cours pour les buts. Et si je me souviens bien, pour les spécialités de type tertiaire, on va passer d'environ 2000 heures actuellement quand on prend but plus LP à 1600 heures, ou 1800 heures. Voilà, c'est ça, à 1800 heures. Donc en fait, le volume horaire va être différent et l'organisation va être vraiment différente, quoi. On avait aussi une question sur les passerelles vers les écoles d'ingénieurs, écoles de commerce. Est-ce qu'elles sont possibles après le but ou encore possibles après le DUT? On a eu une assemblée générale de l'adulte. Pour l'instant, les écoles d'ingénieurs se posent encore la question dans les spécialités. Donc, eux, ils n'ont pas encore finalisé leur procédure de recrutement pour savoir si ce serait à bac plus 2 ou à bac plus 3. C'est la même chose pour les IAE, donc plus pour les parties de commerce et gestion. Donc, effectivement, pour l'instant, les écoles d'ingénieurs peaufinent leur stratégie de recrutement. Enfin, pour nos spécialités, je ne sais pas pour l'Orient s'ils ont affiné plus. Pour l'instant, ils sont encore en discussion et en travail sur ces notions de passerelle pour savoir s'ils vont recruter à bac plus 2 ou à bac plus 3. Les choses ne sont pas encore connues pour les filières de type GEA ou informatique. Alors, je ne sais pas si pour les filières un petit peu plus technologiques à l'Orient, c'est plus clair. Pas forcément en fait. Du coup, effectivement, comme on répartit la charge d'enseignement sur les 3 années, le DUT, en fait, quand les étudiants vont s'arrêter avec la nouvelle formule de DUT, les niveaux seront pas forcément équivalents, strictement équivalents. Et donc, je pense que les écoles d'ingénieurs n'ont pas encore défini tout à fait leur stratégie, savoir s'ils allaient demander à certains étudiants d'intégrer après le but 3 ou d'après le but 2. Ça, je pense que c'est pas encore bien clair pour l'ensemble des parcours. Alors, je vois à quel moment les jeunes vont faire les choix de spécialité de la formation. Alors, qu'on soit bien clair pour être dans la terminologie, hein. Les spécialités, c'est vraiment les spécialités de DUT, GYM, GTE, GEA, Tech Deco. Voilà, ça, c'est les spécialités. Pour les parcours,
les élèves vont pouvoir faire leur choix sur Parcoursup. D'accord? Donc normalement, en fait, ils ont l'information sur Parcoursup des parcours qui sont ouverts, dans la spécialité. Alors la question, je me souviens plus, Brigitte, tu sais peut-être, c'est est-ce qu'ils font leur choix de parcours dès, Parcoursup? Je suis Non. pas sûr. Alors pour certaines spécialités, que j'ai Juste un mentionnées. parcours de type 3, ils font leur choix Ouais. sur Parcoursup. Comme sur Vannes, Lorient, Pontivy, nous sommes sur des 1 et 2, le choix ne se fait que sur la fin de première année pour rentrer en deuxième année. Donc ça ne se fait à l'intérieur de l'IUT, le choix du parcours. Parce que les parcours de type 3, mais comme le dit Brigitte, on n'en a pas ni sur Lorient, Pontivy, ni sur Vannes. En fait, c'est vraiment des parcours d'option où la spécialisation se fait dès la première année. Donc là, le choix se fait sur Parcoursup, mais ce n'est pas le cas pour Vannes, Lorient. Il y avait une question aussi, et je pense que c'est une question qui va nous occuper une bonne partie de l'après-midi, sur est-ce que il y a des spécialités de baccalauréat qui sont absolument indispensables? Et la question, c'était est-ce que si on n'a pas pris l'absence de certaines spécialités en terminale est-elle éliminatoire pour être sélectionné en IUT? Alors, ou ailleurs d'ailleurs. Oui, bah, sur Vannes, effectivement, nous, on a mis ce qui était adapté, très adapté. Effectivement, si un étudiant souhaite rentrer, je prends par exemple au département GEA, qu'il a choisi la spécialité art, biologie et uniquement après littérature et culture de l'Antiquité, son profil est déjà assez loin des préoccupations même de la formation et des métiers visés par GEA. Donc, je pense, voilà. Par contre, s'il n'a pas pris toutes les spécialités adaptées ou très adaptées, ce qui n'est pas possible, puisqu'il y en a 5 ou 6 pour entrer et qu'il n'y a que 3 puis 2. Donc, voilà. Mais effectivement, je pense qu'un étudiant qui a choisi ces spécialités, enfin, un lycéen, n'est pas forcément intéressé par GEA. Enfin, voilà, ça, je pense que c'est la lecture qui sera faite de son dossier. Après, il y a toujours des dossiers atypiques qui peuvent s'entendre parce que chaque dossier est lu. Mais voilà, effectivement, il y a un certain nombre de spécialités où il faut au moins que l'étudiant ait pioché dedans une ou deux spécialités je dirais, en lien avec le choix professionnel qu'il va faire dès sa première année. Si je peux. La volonté, pardon, juste, je crois que c'était la volonté, en fait, de pas avoir de notion d'option, enfin, ou de spécialité de bac qui soit éliminatoire, en fait. Mais c'est vrai que même nous, par exemple, je rejoins Brigitte, sur l'examen des dossiers, s'il y a aucune des propositions qu'on fait qui n'est prise, ben, ça va être difficile d'admettre l'étudiant, quoi, sans doute. Pour reprendre la parole là-dessus, de toute façon, tous les diplômes d'enseignement supérieur, quels qu'ils soient, n'ont pas le droit d'exiger une spécialité, enfin d'afficher des spécialités comme obligatoires. Donc, forcément, l'étude des dossiers, je confirme ce qu'ont dit les collègues, c'est vrai que si les compétences ne sont pas, les spécialités ne sont pas en lien avec celles qui vont être recommandées, il y aura peu de chances que l'étudiant soit accepté, mais c'était déjà le cas auparavant. En fonction des types de baccalauréat, des séries, en fonction des moyennes. Donc, voilà, ça ne va pas changer tant que ça. Et puis, comme Brigitte l'a dit, il y a quand même plusieurs spécialités qui sont recommandées, adaptées, conseillées, enfin ce qu'on veut. Or, les élèves ont 2 spécialités en terminale. Donc, forcément, il va en manquer. Et je peux vous dire, et ce sera l'occasion d'en débattre tout à l'heure dans les ateliers, c'est que justement, les équipes sont en train aussi de réfléchir à comment éventuellement adapter leur parcours dès la première année pour des étudiants qui auront certes qui auront pris certaines des spécialités qui étaient attendues, mais pas toutes, et donc qui auront éventuellement des manques dans certaines disciplines qu'il conviendra de combler parce que ce sera quand même des profils intéressants. Mais là, j'anticipe sur la deuxième partie de l'après-midi, excusez-moi.
Pour les langues obligatoires, oui, la langue obligatoire c'est une obligatoire en licence, donc la langue sera obligatoire. Alors pour les langues, Cédric, Brigitte, sous votre contrôle, je pense qu'il y a anglais, espagnol, allemand. Oui, et puis un peu d'italien pour certains départements. Alors, par contre, c'est pas des langues vivantes obligatoires. Hein. Enfin, sauf, la deuxième langue n'est obligatoire que dans le département TC et GEA. Ah oui, pardon, je parlais de la langue 1. J'avais pas vu que c'était langue 2 obligatoire. Langue pardon. 2, oui, voilà, c'est pour ça. Et si je peux me permettre, là, dans un cadre qui dépasse les IUT, en tant que vice-présidente aux relations académiques et relations lycée-université, je m'occupe aussi de tout ce qui va concerner les certifications en langue. Et nous sommes dans une réflexion pour faire en sorte d'offrir aux étudiants, aux futurs étudiants de l'UBS, la possibilité peut-être d'avoir des formations en langue à distance, de manière commodale, hybride, tout ce qu'on a mis en place là pendant ces 2 confinements, pour éventuellement, effectivement, augmenter la compétence en langue et le niveau avec une langue vivante 2 qui serait effectivement non obligatoire, mais d'augmenter ses compétences pour nos étudiants. Et on est aussi en train de travailler, alors on en est aux prémices, hein, donc voilà, mais à peut-être un parcours Europe qui viendrait en complément des parcours que feraient déjà les étudiants dans différentes composantes. Alors, je vois une question ensuite sur les spécialisations choisies sur Parcoursup. Alors, qu'on soit bien clair, il n'y a que les spécialités qui auront des parcours de type 3. Donc, sur Vannes et Lorient, il n'y en a pas, mais effectivement, ça peut être le cas d'autres spécialités que cherchent vos élèves. À partir du moment où un élève ira sur une spécialité où les parcours sont de type 3, il fera son choix sur Parcoursup et à partir de ce moment-là, il devra intégrer le parcours qu'il a choisi. De là à savoir si derrière, il pourra choisir de spécialisation pendant ses études, là, je dois avouer que j'ai pas la réponse comme ça tout de suite. Mais pour tout ce qui est spécialité de type 1 et type 2 qui sont proposées sur Vannes et Pontivy, de toute façon, il ne fait pas son choix en première année sur Parcoursup. Il ne fait son choix que à partir de la fin de la première année. Et puis c'est en collaboration avec l'équipe pédagogique, parce que effectivement, c'est un choix qui sera accompagné sur un choix de parcours sur la deuxième année. Alors, je vois une question, qu'est-ce qui est pris en compte dans les logiciels de sélection? Alors là, ça suppose déjà qu'il y a un traitement automatisé et c'est un logiciel, alors, juste pour bien comprendre, en dehors de Parcoursup, un logiciel maison, ou c'est le logiciel Parcoursup qui est évoqué dans cette question? Parce qu'effectivement, oui, c'est le logiciel Parcoursup. Alors, dans le logiciel Parcoursup est paramétré en fonction des notes dans les disciplines. Et ça, vous avez, en général, maintenant que Parcoursup doit être ouvert, je crois que c'était aujourd'hui qu'il ouvrait ou demain, vous avez quelles sont les notes qui sont regardées. Et c'est ces notes-là qui sont mises en place dans le logiciel. Alors, c'est un premier filtre, hein, ça ordonne seulement les dossiers, puisque après, il y a une lecture des lettres de motivation et une lecture des appréciations. Donc, ça permet juste, et certains départements n'utilisent pas le système de pré-traitement de Parcoursup et lisent l'intégralité des dossiers à la main. Donc ça, il faut vraiment regarder si c'est un traitement manuel ou un pré-traitement par la machine. Alors, la réforme ne va pas se mettre en place sur les 3 années en même temps, mais de manière progressive. Donc, voilà, première année l'année prochaine, et puis ça va monter. Est-ce que les moyennes des établissements sont prises en compte? J'avoue que je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Alors, c'est des logiciels, ça dépend vraiment des départements. Et là, il faut vraiment regarder sur Parcoursup. Alors, les moyennes des établissements, c'est la moyenne de l'élève dans sa classe ou c'est le positionnement de l'établissement, la réputation de l'établissement? Parce qu'effectivement, la moyenne est toujours regardée par rapport au reste de la classe.
Donc, c'est plutôt la moyenne des établissements. Donc, ça, il faut vraiment regarder parce que ça dépend des départements. Certains pondèrent effectivement les notes en fonction de l'établissement. Mais ça doit être marqué dans Parcoursup. Ça veut dire qu'il y a un traitement, un traitement automatisé qui a été fait en plus de Parcoursup parce que Parcoursup le fait pas. Par contre, voilà, Parcoursup ne traite pas les données. Par contre, voilà, si l'établissement a un logiciel de sélection propre dans ces cas-là et qu'il a mis ce critère-là, ça sera clairement identifié sur Parcoursup. Par contre, je pense que tous les établissements regardent effectivement, enfin, tous les IUT regardent effectivement la note par rapport à un groupe et pas une note dans l'absolu. Ouais. Ça, c'est général pour les licences Voilà, aussi. c'est ça. Puisque, oui. Je ne vois pas de nouvelles questions arriver. Je pense qu'on peut peut-être Quel timing! s'arrêter là. Bravo. Bon, je remercie beaucoup Cédric et puis beaucoup Brigitte, tous les deux, d'avoir voilà, fait cette première présentation. Je me doute qu'il va peut-être y avoir à nouveau des questions. Il va y avoir… Une dernière, Catherine. Oui, vas-y. La part des bacheliers technologiques, et ça dépend des spécialités. Et c'est le rectorat qui les fixe. Donc, c'est pas général à l'ensemble de tous les IUT. L'objectif, c'est d'accroître la proportion jusqu'à 50%, mais ça ne sera pas fait en un an, ça va être progressif, à mon avis. Mais ça, c'est mon avis aussi. Et puis parce que en fait, selon les spécialités, on n'a pas les mêmes viviers d'étudiants. Alors, par exemple, sur l'IUT de Lorient, on a GTE et GYM qui sont de mémoire aux alentours de 55-60% de bacheliers technologiques, parce qu'on a des viviers importants pour ces spécialités-là. Et à contrario, en HSE et en Clio, on est de mémoire, on est en deçà des 40% de bacheliers technologiques parce que c'est des spécialités pour lesquelles on a très peu de candidats issus des bacs technologiques. Donc ça, c'est les chiffres de cette année. Hein. La rencontre rectorale n'a lieu qu'au mois de janvier pour les quotas bacheliers technologiques. Voilà, pour la réponse que j'ai donnée dans le chat. Brigitte et Cédric, lors d'InfoSup, vous serez, enfin, il va aussi y avoir ces présentations et c'est pour, je pense aux élèves là cette fois-ci. Il y a des choses prévues, j'imagine, via la plateforme Imagina. Où vous avez, qu'est-ce qui est prévu? C'est les départements qui vont être représentés et pas l'IUT dans sa globalité, puisqu'effectivement, les questions sur les pourcentages d'accueil de bacheliers dépend vraiment des départements, idem sur la sélection des dossiers. Donc là, ça sera plus précis par département. D'accord. Ok. Et les conférences, effectivement, seront en ligne. Parfait. Très bien. Bien, je vous remercie toutes et tous pour cette première présentation. Nous allons donc passer à la deuxième. Je pense qu'Alexis Bazir est en ligne. Est-ce que Erwan est là aussi? Je ne sais pas. Oui, Alexis est là, mais Erwan, non, il n'est pas là. D'accord. Bon, alors, oui, tu vas faire ça très bien. Donc, Alexis je te laisse te présenter, mais chargé de mission et responsable de ces licences Accès Santé et des différents aspects de ces nouveaux parcours également pour lesquels, alors on a l'impression qu'ils sont plus anciens, mais il reste encore un bon nombre d'interrogations. Donc voilà, je laisse prendre la parole et vous expliquer tout ça. Merci Alexis. Merci Catherine. Est-ce que vous voyez l'écran là? C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, donc moi je suis Alexis Bazir, enseignant-chercheur à l'UBS et je suis responsable des études de santé sur le campus Lorient, et Erwan Ginsac, lui il est responsable sur le campus Vannes. Donc on est deux parce qu'effectivement c'est un gros chantier, puis parce que les deux sites fonctionnent avec des petites subtilités. Alors la plus importante, c'est qu'à Vannes on collabore avec la faculté de Rennes et à Lorient on collabore avec la faculté de médecine de l'UBO. Alors, je vais quand même vous présenter pas que les LAS, parce que finalement, ce qu'on appelle les PASS, les parcours accès spécifique santé, ces deux parcours, ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Et donc, je peux pas vous expliquer les LAS sans vous expliquer les PASS. Alors, juste un bref petit historique. Avant 2020, on appelait ça la PACES, première année accès aux études de santé. Autrefois, ça s'appelait même PCEM1, etc.
Donc ça a souvent changé de nom. Et il y a toujours environ 58 000 inscrits en première année tous les ans. Et statistiquement, c'est environ 15% qui franchissent la barre de cette première année pour entrer en deuxième année. Et un seul redoublement était autorisé. Donc ça nous faisait un bilan assez peu glorieux, mais 85% des étudiants qui sortaient parfois après 2 ans sans diplôme et avec une forte reconversion vers vers des études qui étaient assez différentes des études de santé. Donc l'objectif de cette réforme, c'est le principal, c'est éviter la perte de 2 ans d'études en cas d'échec. C'est recruter également des profils plus variés. Donc, vous verrez qu'on recrute sur des profils de lycéens ou de première année de LAS qui peuvent être des historiens ou des étudiants qui font du droit. Et puis, c'est former des professionnels de la santé autres que les médecins, sages-femmes, dentaires, kinés et pharmaciens. Alors, voilà ce qui se passe maintenant. Là. Depuis 2020, on a 2 voies d'accès possibles qui sont toutes les 2 disponibles sur Parcoursup. Donc la première, c'est la PASS, donc ce qu'on appelait avant la PACES. Donc celle-ci, elle se fait dans les facultés de santé. Alors en général, les étudiants du Morbihan vont plutôt vers Brest et Rennes. Donc voilà pourquoi j'ai mis leur logo et c'est ces facultés avec lesquelles on collabore. Je vous ai mis qu'il y avait 50 à 70% des places réservées pour la deuxième année. Parce qu'en fait, la réforme souhaite que ce soit 50% de places en deuxième année pour des jeunes issus de PASS et 50% pour des jeunes issus de LAS. Mais dans un premier temps, certaines universités ont souhaité que ça se fasse progressivement. Et donc, par exemple, à Brest, seuls 30% des places de deuxième année sont disponibles pour les LAS, alors qu'à Rennes, c'est déjà 50%. Donc, cette PASS, elle se fait dans une faculté de santé. En revanche, la LAS, elle se fait dans des facultés partenaires, dont la nôtre, dont l'Université de Bretagne Sud. Et comme je vous l'ai déjà évoqué, à Vannes, on travaille avec Rennes 1, à Lorient, on travaille avec l'UBO. Alors la PASS, en quoi ça consiste? On a grosso modo, vous voyez ici, Majeure Santé, c'est le programme de ce qui se faisait avant en médecine. Ça n'a pas beaucoup changé. C'est les sciences fondamentales, l'anatomie, un peu de sciences humaines et sociales. Mais ce qui a changé, ce qu'ils ont ajouté, c'est la découverte des métiers de santé, l'anglais, et puis l'enseignement de spécialité, c'était déjà le cas, médecine, dentaire, pharma, etc. Donc, ce qui a changé, c'est l'apparition de l'anglais, de la découverte des métiers de la santé. Et puis, ce qu'ils ont ajouté, c'est la mineure disciplinaire. Donc, la mineure disciplinaire, c'est au cours de leur année, les étudiants vont choisir une matière qui provient d'une faculté partenaire. Donc, je vous ai mis des exemples ici, SVT, maths, psychologie, histoire. On peut aller sur les sites des universités de médecine, donc l'UBO ou Rennes, pour qu'ils vous indiquent, ils indiquent sur leur site quels sont les mineurs possibles. Donc ensuite, dans cette année, vous allez avoir une sélection. On a beau dire que c'est plus un concours, ça reste tout de même une sélection, puisque en deuxième année, on va parler de capacité d'accueil. Donc tous ne vont pas franchir la première année. Donc il y a une sélection qui se fait via des écrits, donc les notes qu'ils auront eues au cours de la majeure et de la mineure, et puis ils vont passer aussi des oraux. S'ils sont sélectionnés, les étudiants vont directement en deuxième année de spécialité. Donc là encore, ils choisissent en fonction de leur classement, médecine, maïeutique, odontologie, pharma, kiné. Et s'ils ne sont pas sélectionnés, il y a 2 revirements, on va dire. Soit ils ont une note à la majeure et à la mineure, donc aux 2 groupes, supérieure à 10. Et dans ces cas-là, ils peuvent aller vers une L2 disciplinaire de la mineure. C'est-à-dire, s'ils avaient choisi SVT en mineur, ils peuvent venir en L2 SVT dans la fac partenaire, donc soit l'UBS, soit l'UBO, soit Rennes. Si en revanche, ils ont une note inférieure à 10, ou à la majeure, il suffit qu'un des 2 modules ne soit pas validé, dans ces cas-là, ils doivent retourner en L1 d'une faculté partenaire, et ensuite, ils pourront intégrer une L2 s'ils valident la L1, donc une L2 LAS. Vous allez voir que ça a des conséquences quand même. Et j'ai ajouté ici en rouge, si une note est inférieure à 10, attention, on n'est pas admissible. Donc, c'est-à-dire que
si vous avez une note inférieure à 10 en anglais ou à la découverte des métiers de santé, vous ne pouvez pas prétendre à être sélectionné. Alors maintenant, la licence LAS, donc celle que nous proposons l'UBS, donc en partenariat avec les facultés de médecine, je vous ai mis lesquelles, hein, enfin médecine, odontologie, maïeutique, donc c'est l'école de sage-femme, l'Institut de formation en masso-kinésithérapie, IFMK, et pharmacie. J'ai mis des petites astérisques ici parce que c'est seulement disponible avec l'UBO pour ce qui est dentaire et kiné. Sur Parcoursup, vous avez ce petit sigle qui apparaît quand une licence propose l'accès santé. Donc c'est un sigle coloré et à chaque couleur correspond la spécialité. Donc certaines licences ne proposent pas toutes les couleurs et d'autres proposent l'intégralité. Donc ici à l'UBS, on dispose de 13 licences LAS, donc je vous en ai mis quelques-unes ici, mais on les voit facilement hein, sur Parcoursup. Quand on tape LAS UBS, vous allez voir toute la liste. Donc vous voyez que c'est assez large, hein, ça va de SVT jusqu'à anglais, gestion, donc toutes les UFR proposent une LAS. Donc ici, on part sur un peu le même principe, avec une majeure et une mineure, sauf que la majeure, c'est la licence classique, et la mineure, c'est un enseignement qui est proposé par la faculté de médecine, enfin la faculté de santé partenaire, donc soit UBO, soit Rennes. Alors, qu'est-ce qu'elle contient, cette mineure? Déjà, tout est fait de façon asynchrone, tout est en distanciel. Et qu'est-ce qu'on va y retrouver? Eh bien, finalement, c'est des enseignements qui sont déjà dans la PASS. C'est une sélection de quelques yeux de PASS, quelques enseignements de PASS. Donc, vous avez les sciences fondamentales, classiques, biologie, biochimie, chimie, physique, maths, des sciences humaines et sociales, et la fameuse spécialité qui va vous faire aller vers médecine, pharma, sage-femme, etc. Et en fonction de la discipline vers laquelle vous voulez aller, il faut choisir chaque spécialité. C'est-à-dire qu'on sait que la spécialité médecine, c'est 40 heures de cours. Si vous voulez aussi faire pharma, il faudra faire 40 heures en plus. Donc, chaque module de spécialité vaut 40 heures et en fonction de ce que vous voulez faire, il faudra les choisir. Donc, on a aussi la fameuse présentation des métiers en santé, la préparation de l'oral, parce que je vous ai dit qu'il y avait un écrit et un oral, et puis préparation à l'aide de motivation et CV, parce qu'en fait, il ne suffit pas d'être inscrit en LAS pour être inscrit au, je vais mettre des guillemets, mais au concours, mais à la sélection plutôt. Il faut tout de même faire un dossier de candidature qui est regardé donc au courant novembre, et c'est en fait une inscription à la sélection. Donc, il ne faut pas juste s'inscrire en licence LAS, il faut en plus s'inscrire en faisant ce dossier de sélection. Donc, tout ça, on le dit aux étudiants dès qu'ils arrivent à la rentrée, on les prévient. Donc, nous qui sommes chargés de mission avec Erwan, ils sont vraiment prévenus, on les briefe là-dessus, donc il n'y a pas de souci. Et donc, j'ai ajouté volume d'apprentissage proche en LAS et en PASS, parce qu'on pourrait avoir tendance à dire la PASS, ça va être plus dur, ou c'est vraiment pour former les futurs médecins ou les futurs dentistes, etc. Est-ce que ceux qui sont en LAS vont manquer de connaissances lorsqu'ils iront en deuxième année? Ce n'est pas le cas, parce qu'en fait, en LAS, ils suivent toute une année de licence, mais le contenu de la mineure, il est très important. J'ai été le voir sur les sites partenaires, c'est énorme comme contenu. Et puis, il y a du tutorat de proposé, donc les étudiants de Rennes 1 et de l'UBO font passer des entretiens à nos étudiants, donc ça se passe avec des tests blancs, avec de l'aide aux devoirs, et puis avec de l'aide psychologique, de l'aide méthodologique, enfin voilà, c'est tout un réseau d'étudiants de deuxième année et troisième année de médecine, ou dentaire, enfin de santé, qui aident nos étudiants. Alors, c'est assez complexe, hein. C'est pour ça que j'ai essayé de vous faire un petit tableau, enfin un petit diaporama simplifié. Mais voilà différents cas de figure pour un lycéen. Soit il vient de terminale, et dans ces cas-là, alors je parle des LAS, hein. S'il vient de terminale, il peut s'inscrire en L1 LAS et il aura le droit à 2 tentatives au concours. Lorsque c'est un cursus scientifique qu'il suit, il peut prétendre au concours ou à la sélection dès la première année de LAS. Et ça ensuite, marche, Philippe, hein. Ouais, en L2 et ou en L3. Oui, là, ça démarre, ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 2 tentatives sur 3 ans. À l'étudiant de choisir quand est-ce qu'il voudra.
Et les cursus sciences humaines, par contre, ils ne sont autorisés à candidater qu'au bout de la 2e année. Donc, ils s'inscrivent en LAS, mais pendant la LAS 1, donc la première année, ils ne peuvent pas participer à la sélection parce que les universités de médecine, enfin de santé, ont considéré qu'il leur fallait plus de temps pour acquérir la mineure qui, c'est vrai, est vraiment conséquente. Par contre, si après la terminale, l'étudiant avait choisi d'aller en passe et qu'il n'a pas été reçu, c'est ici qu'on a 2 cas de figure. J'avais commencé à l'évoquer. Soit on considère qu'il est collé, c'est-à-dire qu'il a une note inférieure à 10 à au moins un module. Et dans ces cas-là, il doit revenir en L1 LAS. Mais attention, il ne pourra tenter sa seconde chance qu'en L2 ou en L3, parce qu'il y a une règle dans le texte qui veut que l'étudiant valide au moins 60 ECTS supplémentaires. Donc, s'il a été collé en première année de passe, il ne pourra retenter sa chance que lors de sa 2e ou sa 3e année de LAS. En revanche, s'il était ce qu'on appelle le reçu collé, c'est-à-dire qu'il avait validé son année de passe, mais il n'a pas été sélectionné pour aller en 2e année de santé, dans ces cas-là, il peut venir en L2 LAS et tenter sa seconde chance dès qu'il le peut, c'est-à-dire soit en L2 ou soit même en L3. Et donc, cette L2 LAS, il va bien sûr dans celle qui correspond à sa discipline, c'est-à-dire celle qui correspond à la mineure qu'il avait choisie lors de la passe. Alors, l'évaluation, j'ai commencé à évoquer le fait qu'il y avait un oral. En fait, c'est assez complexe, mais il y a 2 groupes d'épreuves. Il y a un groupe d'épreuves écrit, c'est-à-dire que les tout meilleurs sont directement pris avec leurs notes. C'est ce qu'on appelle l'admission directe. Et ensuite, il y a un 2e groupe qui, eux, passent des oraux. Donc, en fait, il y a un premier seuil qui vous permet d'aller directement en 2e année de santé et un 2e seuil qui vous permet d'aller à l'oral. Si vous êtes en dessous de ce 2e seuil, eh bien, vous ne pourrez pas prétendre à la sélection et donc vous poursuivrez en 2e année de LAS ou si éventuellement vous n'avez même pas eu votre première année de LAS, vous redoublez. Donc, c'est un peu ce qui est représenté ici. Vous voyez, premier groupe, classement entre toutes les LAS, parce qu'il faut savoir qu'il y a un nombre de places pour les LAS, mais qui est valable pour l'ensemble des LAS partenaires. Donc, les LAS UBS et les LAS UBO concourent dans un même groupe de LAS. Et les LAS UBS et les LAS rennaises dans un même groupe également. Donc, premier seuil pour admission directe, 2e seuil pour admissibilité au second groupe. Soit je suis pris directement en 2e année, soit je passe par l'oral. Et là, je vais en 2e année si je suis pris, sinon liste complémentaire, ou alors je poursuis mon cursus. Alors, juste une idée des places qui sont offertes. Ici, vous avez celles offertes cette année à l'UBO. Donc, il y a environ 300 places ouvertes en 2e année dans les filières de santé. Je n'ai pas distingué médecine, pharma, dentaire, sage-femme. J'ai fait un lot. Donc, c'est environ 300 places pour les spécialités. Et il y en a 109 réservées pour les LAS. Alors, attention, ça se décompose en LAS 1 et LAS 2, LAS 3. Et vous allez voir que c'est assez disparate en fonction des 2 universités partenaires. Elles n'ont pas fait les mêmes choix. Donc, pour l'UBO, 109 places réservées aux LAS. Et à l'issue de la première année, vous voyez qu'il y a très peu de places. Il n'y a que 2 places pour l'école de sage-femme, 10 places pour médecine, 2 places pour endo, 5 places pour pharma et aucune pour kiné. Alors qu'à l'issue de la L2, L3, vous avez beaucoup plus de places. Et donc là, cette année, on a observé ici sur Lorient que la plupart des étudiants ont fait le choix d'attendre d'être en L2, L3 pour candidater parce qu'effectivement, il y a plus de disponibilité. Alors, c'est peut-être un bon choix, mais c'est peut-être aussi un mauvais. Ça, je peux pas lire dans la boule de cristal parce que l'année prochaine, on va aussi vont candidater en L2, L3 tous ceux qui auront été reçus collés de la passe. Donc, finalement, il y aura peut-être plus de candidats pour un nombre plus important de places et si on fait au prorata, ce sera peut-être équivalent. Arena, le choix était différent, vous voyez, puisqu'il y a environ 250 places ouvertes en 2e année dans les filières de santé, 108 sont réservées aux LAS, on approche les 50%. On n'est pas tout à fait à 50% parce qu'il y a d'autres voies parallèles que je ne vais pas développer aujourd'hui. Mais voilà, vous voyez, en L1, il y a déjà 70 places réservées pour les L1 LAS en médecine. 5 places pour sage-femme. Par contre, il n'y a pas de place en dentaire et pas de place en kiné. Et en revanche, en 2e et 3e année, il y a très peu de places. Donc là, on a beau dire qu'il n'y a plus de redoublement et qu'il y a 2 chances possibles, la 2e chance, elle est un peu moins importante que la première. Alors là, sous passe, là c'est un peu un avis que je vais vous donner. La réussite dépendra du profil du lycéen.
L'intérêt des LAS, c'est qu'ils sont suivis par des enseignants, alors qu'en PASS, c'est plutôt uniquement du tutorat. Et puis, quoi qu'il arrive, que ce soit PASS ou LAS, c'est un dispositif en fait qui a pour but de faciliter une poursuite en licence. Et donc, éviter de perdre trop de temps dans l'ancienne formule de PASSES. Et donc, après, qu'est-ce qui va se passer? Soit l'étudiant il est sélectionné pour entrer en deuxième année de médecine ou Mailleux, enfin, etc., en santé. Finalement, c'était sa vocation, c'était son choix, donc c'est très bien. Mais si ce n'est pas le cas, il peut continuer dans des licences UBS, les licences dont on a parlé qui sont partenaires et donc qui sont des LAS, SVT, social et santé, maths, physique, droit, enfin il y en a beaucoup. Et ça va les amener vers des domaines de la recherche et de l'analyse dans différents secteurs. Je vous ai mis quelques-uns ici. C'est tous en rapport avec la santé, de près ou de loin, mais des métiers auxquels les jeunes ne pensent pas forcément, mais fabriquer des biomatériaux compatibles avec les greffes, faire de l'imagerie médicale, faire de la thérapie génique, analyser des datas, tout ça, c'est des choses pour lesquelles ils sont formés dans les facultés. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Je sais que c'est un dossier assez compliqué. Et donc, je ne suis pas allé trop dans le détail, mais allez-y, n'hésitez pas. Alors, Alexis, je reprends les questions. Oui. Il y en avait une qui était: les compétences attendues pour réussir la sélection en PASS en majeur sont-elles les mêmes qu'en PASSES? Oui. D'accord. On peut dire que oui. D'accord. Comment les littéraires peuvent réussir en LAS santé? Très difficile. On n'a pas le recul, mais je pense que c'est quasiment impossible. Je suis désolé de le dire, mais quand je vois le programme de la mineure, elle est très complexe, donc on leur donne 2 ans. La seule façon d'y arriver, c'est d'avoir quand même, d'avoir des gens qui aident. Donc voilà pourquoi il a le tutorat. Mais c'est très compliqué si c'est un étudiant qui sort d'une filière plutôt littéraire, qui n'a pas fait de bio, de maths, de physique, chimie depuis très longtemps, il va avoir beaucoup de mal. D'accord. Le programme de mathématiques est-il le même en PASS qu'en PASSES? Oui. Alors, pour répondre à l'ensemble des questions qui vont concerner est-ce que c'est pareil, PASS et PASSES, je vais dire oui presque tout le temps. D'accord. Parce qu'ils ont très peu évolué les programmes. Alors, il y a une question. Après, alors je précise quand même que nous ne sommes pas fac de médecine, donc je dis ça en mon âme et conscience, mais c'est les facultés de médecine et donc PASS qui vous diront vraiment en détail le contenu de leur programme. Alors, il y a une question qui est des précisions sur les seuils en LAS pour réussir la sélection. J'arrive. Non, on n'a pas ça encore. Comme c'est la première année, c'est les jurys qui vont décider. En fait, comment vous dire? Si tous les étudiants ont 18 de moyenne, le seuil sera peut-être à 18,5. Si tous les étudiants sont à 12, le seuil sera à 11. Ça va varier en fait en fonction. Ça reste un concours, hein, je ne devrais pas le dire parce que les facs de médecine vont me taper sur les doigts, mais ça reste une sélection. On va prendre les meilleurs à l'écrit. Et ensuite, le deuxième seuil, c'est, admettons qu'il reste 50 places, on va auditionner 100 personnes. Et sur les jurys de LAS, Alexis, je ne me trompe pas en disant que toi et d'autres de l'UBS font partie des jurys à l'UBO et à Rennes 1 pour l'admission. Oui, donc on va faire partie des jurys LAS, mais également PASS. Donc pour l'instant, comme ça n'a jamais eu lieu, je n'ai pas trop le retour, mais à partir de l'année prochaine, je pourrais dire quelles sont exactement les modalités de ces entretiens, de comment ça se passe ces jurys. Par contre, les seuils, ils vont changer tous les ans. Ça va être en fonction des notes acquises par les étudiants. Quand arrivera-t-on à parité entre LAS et PASS dans les places offertes? Donc logiquement, alors vous avez vu à Rennes, c'est identique. À Brest, pas encore. Logiquement, ils ont laissé aux facultés de médecine 2 ou 3 ans, je crois, pour y arriver. Je vois pourquoi les kinés n'ont pas prévu de place. Ils en ont prévu avec l'UBO, mais pas avec Rennes. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Alors, quel parcours faut-il faire pour être kiné? Est-ce que c'est STAPS? On peut faire STAPS, oui. STAPS en est une. En fait, pour faire kiné, c'est un cas un peu particulier. Il faut faire on peut avoir une L2 de sciences et techniques. C'est-à-dire que ça peut être aussi une L2 de maths, une L2 de SVT. Mais STAPS, c'est la plus recommandée.
Allez, lâche-toi. Ouais. Comment définiriez-vous le profil LAS susceptible de réussir? Travailleur. Il faut vraiment travailler. Et en fait, il faut pas croire que la LAS est plus facile que la PASS. Elle est différente. Mais le point commun entre les deux, c'est de travailler dur. Après, les profils sont un peu différents parce qu'en PASS, je pense que c'est un peu toujours le même stéréotype du jeune qui retient beaucoup. Alors qu'en LAS, finalement, ça va être des jeunes qui ont plus de réflexion et qui sont capables de disserter. Parce que finalement, les attendus de la LAS, ce sont les principaux attendus, ce sont ceux de la licence dans laquelle il est inscrit. Donc, s'il se prend la licence maths, faut qu'il soit bon en maths. Licence SVT, on va lui demander de bien disserter, d'analyser les documents, etc. Licence d'anglais, il faut qu'il soit bon en anglais. Vous voyez, il faut qu'il ait les points forts de la licence dans laquelle il va aller. Et il faut aussi qu'il ait quand même des compétences essentiellement en biologie et en chimie, parce que la mineure, c'est beaucoup ça quand même le contenu. Donc moi, si j'avais de la mémoire, j'irais en PASS. Si je mets plutôt réfléchir, comprendre, j'irais en LAS. Mais c'est pas moi l'étudiant. Et il y a une question de Anne Ledin sur votre avis sur cette ouverture. Je ne sais pas si on est censé avoir un avis, puisque de toute façon, c'est un dispositif général, donc oui, on le met en place. Oui, voilà, moi, je n'ai pas d'avis particulier. Ça dépend quel avis vous voulez que je donne. Moi, je peux en donner un, parce que je suis ambiciste à la base, et je vois qu'en première année, chez nous, cette année à Lorient, il y a quand même, je crois qu'il y a 15 étudiants inscrits, enfin, initialement, il me semble, sur une promo qui doit en faire 90 ou 95. Je suis assez, enfin, je crains beaucoup pour ces jeunes, et Alexis confirme dans les chiffres qu'il a donnés tout à l'heure et puis dans son discours, je vois mal un étudiant en anglais réussir si effectivement jusqu'au lycée il n'a pas fait de matière, de discipline un peu scientifique. Je vois pas comment il va y arriver, mais après ça, là à nouveau c'est une opinion, mais par rapport au discours à tenir aux lycéens et par rapport aux spécialités et puis tout le travail que vous faites dans vos établissements, je pense que il y a un discours de réalité à tenir, et effectivement on sera plus crédible l'année prochaine quand on aura les chiffres, mais d'ores et déjà ça paraît quand même très compliqué. Oui. Et c'est vrai que pour compléter, donc Angéline Grégoire, pour compléter, c'est vrai qu'on a eu là dans le service un certain nombre d'étudiants qui sont arrivés un peu désœuvrés en début d'année, qui avaient choisi une LAS et qui se rendaient compte qu'en fait c'était pour eux, c'était un moyen d'accéder à médecine, mais ils avaient pas forcément pris en compte aussi qu'il y avait une mention et que voilà, qu'il s'agissait d'avoir de très bons résultats, que ce soit en anglais ou en SVT, et ils étaient un peu dépités en début d'année. Donc c'est vrai qu'on a besoin d'avoir un effort de communication sur la nécessité d'être vraiment très motivé par la mention en elle-même. Ça reste très difficile. Et pensez-vous que ceci donne plus envie aux lycéens d'essayer? Je pense effectivement que le terme est adapté, essayer. C'est-à-dire qu'un lycéen qui se disait moi, de toute façon, je suis pas assez bon pour aller en première année de médecine, parce que faut tout apprendre par cœur, parce que voilà, ça demande un travail considérable. Peut-être qu'il se sentira beaucoup plus à l'aise dans une licence, et qu'à un moment donné, ils se disent après tout, je vais tenter ma chance pour rentrer après en deuxième année de médecine. Puisque l'idée, à mon avis, c'est de le tenter. On peut le tenter en L1, L2, L3, mais ça veut dire que si vous êtes bien dans votre licence et que vous vous dites je vais essayer, vous allez avoir beaucoup plus d'armes lorsque vous allez être en L2 ou en L3. Donc le terme essayer, à mon avis, c'est le bon. C'est une envie, pas un coup de poker, mais voilà, je vais tenter le truc. Et je rebondis sur l'orientation en fait active auprès des lycéens. Alors c'est sans doute assez anecdotique, mais moi j'ai entendu que certains élèves donc ont postulé sur Parcoursup en LAS, ont été acceptés en LAS, et en fait ont été acceptés en LAS dans le dispositif Oui-Si, ce qui est une contradiction énorme, parce que ça veut dire que si les collègues
on proposait à ce dossier d'étudiants d'être pris en WICI, ça veut dire qu'on estimait qu'il y avait une difficulté, que les équipes estimaient qu'il y avait effectivement un profil un petit peu fragile et qui donc avait besoin de méthodologie, de soutien, voilà, pour réussir à l'université. Donc, se rajouter un parcours LAS, ça prouve bien que là, il n'y a pas eu d'anticipation de ce que ça allait représenter. Donc, je crois qu'il faut vraiment faire passer ça, ce que disait Alexis, c'est que c'est lourd de faire une licence LAS, c'est pas simple. Alors, Alexis, autre question. Combien de demandes en LAS à l'UBS par rapport au nombre de places? Quelle moyenne en terminale pour être pris en LAS? Là encore, j'ai pas trop de. Ça va être difficile de faire des statistiques ou de vous répondre précisément parce qu'on n'a qu'une année de recul. Cette année, on a fait le plein en SVT et donc on a pris, je pense qu'on a pris au final, comment Catherine disait qu'on a même pris des WICI parce que en fait le logiciel a fait que il nous met, on pouvait pas dire non si vous voulez. Si vous faites une demande en LAS et que vous êtes pas, et que vous êtes il y a que 46 demandes, eh ben vous allez être pris. On peut pas dire non. C'est pas sélectif. Enfin, la seuil sélection, c'est si on a atteint le seuil de capacité. Donc cette année, effectivement, on a fait le plein en SVT, donc on n'a pas non plus des élèves, on va dire, brillants qui ont 18 de moyenne, hein. On en avait qui avaient 10-12 au lycée. Par contre, dans les autres LAS, on n'a pas le plein. Donc au final, voilà pourquoi il y a eu sûrement des élèves qui ont même des moyennes sûrement inférieures à 10 de lycée qui se sont retrouvés dans des LAS, et donc on a orienté aussi vers le WICI. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai été clair ou pas? Oui. Si. Enfin, bon, remarque, c'est pas à moi de répondre, effectivement. Ouais. Si. Et pensez-vous que ça diminue les cours privés? Honnêtement, je pense pas. Parce que quoi qu'il arrive, le programme, il est toujours à peu près identique. Et plus vous êtes prêt tôt, plus on vous aide et plus vous avez de chances de réussir. À moins que vous soyez très très fort. L'étudiant qui est brillant, il n'a pas besoin de cours privés, il y arrivera. D'autres questions? Oui. En fait, alors je réponds à la question, cela reste un travail énorme, je dis oui. J'ai même des étudiants déjà qui m'ont dit en LAS, là, qui m'ont dit cette année, je tente pas le concours parce que le temps que je m'adapte à l'université, quand j'ai vu la somme de travail que représentait la mineure, je candidate pas cette année. Et même, je peux vous dire, ceux qui étaient en PASS, ça s'appelait PASSES l'an dernier, ceux qui étaient en PASSES qui n'ont pas eu leur PASSES, qu'on retrouve donc ici cette année en L1. Ils sont allés voir les cours dispensés dans la mineure et ils m'ont dit c'est vrai que on ne sait pas comment les autres peuvent faire pour suivre une telle quantité de travail. Donc je dirais que peut-être que les facs partenaires ont vu un peu gros vis-à-vis des capacités de travail des étudiants. Mais c'est aussi un moyen de sélectionner. Hein. Les étudiants en question t'ont donné un peu une échelle de grandeur du temps qu'ils devaient consacrer à cette mineure pour avoir le sentiment de pouvoir y arriver? Non, ils ne m'ont pas donné. Non, d'accord. Alors, c'est assez compliqué en plus parce qu'on leur donne un temps. C'est-à-dire qu'on va leur dire, eh bien, il va y avoir 40 heures de biologie, admettons, 20 heures de chimie, 20 heures de maths. Mais c'est estimatif parce que le temps vraiment passé derrière c'est l'écran à regarder parce que tout est à distance, il est supérieur à ça pour tout intégrer. Alors je réponds à comment booster sa mémoire, il y a des méthodes pour ça. Hein. Alors dans le fameux tutorat dont j'ai parlé, puisque le tutorat est organisé aussi pour les LAS, les étudiants donnent plein de conseils comme ça où ils essayent de dire voilà, vous avez soit une mémoire visuelle, soit une mémoire auditive, soit une mémoire de vie. Et donc, ils donnent des petits conseils aux jeunes sur la manière de revoir leurs cours, s'il faut qu'ils fassent des vidéos, s'ils les enregistrent, les réécrire, etc. Donc, il y a des méthodes de travail pour booster la mémoire. Et si je peux me permettre, on a mis en place là des ateliers via le service universitaire de pédagogie pour certains étudiants et on a formé les enseignants aussi là-dessus pour s'adresser à
à l'ensemble de la communauté étudiante, c'est-à-dire que tout le monde a besoin de travailler sa mémoire et tout le monde a besoin de l'avoir la méthodologie de travail. Donc effectivement, je confirme ce que dit Alexis, il y a des tas de dispositifs. Alors, une autre question, Alexis, est-ce que le contenu de la mineure santé en LAS est le même contenu sur l'UBO et sur Rennes 1? Et le contenu est-il pour les deux universités tout en distanciel? Alors, je vais pas l'affirmer à 100% parce que mon collègue Erwan Jansac le saura mieux, mais je suis presque sûr, oui, que tout est à distance. Et sur le contenu, il est pas tout à fait pareil, mais les grandes lignes sont les mêmes. C'est-à-dire que, en fait, ça dépend de chaque enseignant. Mais parce qu'il n'y a pas d'ouvrage, si vous voulez, qui vous impose de faire telle ou telle chose. Pas que, mais donc, les grandes lignes sont les mêmes. Après, la variante est au iota près, quoi, ça va bouger. Et la mémoire de vie, ce que j'entendais, c'est le mémoire de l'action. C'est-à-dire que je suis obligé de faire les choses pour me souvenir que je. Donc, voilà. C'est ça, environ 60 heures de travail par semaine, ça me paraît bien. Ouais, sur Vannes, tout est à distance, oui, je vous le confirme. Sauf le tutorat. Enfin, non, le tutorat, il est aussi à distance, pardon. Mais ce qui est intéressant aussi, pour en revenir toujours à l'orientation, c'est ce qu'a dit Alexis tout à l'heure et qui est marqué sur la diapo là, c'est que effectivement, on a aussi un travail tous en commun à faire sur les possibilités d'insertion professionnelle qu'offrent ces parcours-là, et que effectivement, quand on parle d'études de santé, le paramédical, on a un schéma, on a des schémas un peu tout faits en tête, mais il y a aussi plein de métiers effectivement qu'on ne connaît pas nécessairement, et c'est aussi ce travail-là que nous avons à mener pour attirer des jeunes vers ces parcours-là et ces insertions professionnelles-là aussi. Oui, si je prends moi dans mon domaine, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent en SVT qui sont déçus parce qu'ils n'ont pas réussi médecine. Et au final, ils font des grandes études en sciences, ils font une thèse, et puis derrière, ils travaillent dans l'industrie ou pas, enfin dans la recherche médicale. Ils vont produire des vaccins. Les chercheurs, c'est eux qui travaillent sur le Covid, c'est pas les médecins. Hein. Les médecins, ils soignent, les chercheurs, ils cherchent. Et donc, ceux qui cherchent le vaccin, il y a beaucoup de chercheurs qui n'ont pas fait médecine, notamment à Pasteur. Ces étudiants sont-ils plus stressés que les autres? Bah, je peux pas. Là, c'est pareil, je peux pas trop vous répondre à ça parce que déjà, je suis pas psychologue. Mais le fait d'être à distance en ce moment, de tout à distance, parce qu'à l'université, ils ne viennent plus les étudiants. Hein, c'est pas comme au lycée. Donc on ne les voit pas, on les voit que par écran interposé. Donc c'est pas facile de savoir si c'est les études parce qu'ils sont en LAS qu'ils sont stressés ou parce que c'est le Covid qui les stresse. Enfin, la situation aide pas, quoi. Je pense pas qu'ils soient plus stressés que les autres en cette saison, d'après les services qui suivent la vie étudiante et qui recensent un petit peu les étudiants en difficulté. On note une explosion de la difficulté psychologique dans ce deuxième confinement par rapport au premier. Et ça affecte y compris des étudiants qui sont dans des conditions de travail acceptables, c'est-à-dire que voilà, ils ont une chambre à eux, ils sont chez leurs parents, ils ont leur ordi, ils ont une bonne connexion, et malgré cela, le fait d'être à distance depuis les vacances de la Toussaint, d'avoir leurs examens à distance en ce moment, de ne pas savoir quand est-ce qu'on va revenir, puisque je vous rappelle que nous, on est sur 20 janvier plus 15 jours, ça n'aide pas à se projeter dans l'avenir. Donc le stress, il est assez général, je dois dire. Bon, je m'attendais à plein de questions, mais c'est clair. Mais c'est que tu as été très clair et précis. Est-ce qu'on pourra avoir les diapos, Alexis? Oui. Ah bah, oui, on mettra. Voilà, tout sera publié en fait avec l'enregistrement aussi. Donc on enverra tout de toute manière aux participants. Il y a une bonne question là sur le recrutement. Effectivement, le recrutement, il est différent.
parce qu'il est via Parcoursup pour les deux, on est d'accord, mais c'est la fac de médecine qui recrute pour PASS et nous qui recrutons pour LAS. Donc, on n'a pas les mêmes attendus, on n'a pas les mêmes critères, etc. Et je peux vous dire, l'année dernière, il y a eu énormément de très, très bons étudiants qui ont été refusés en PASS, notamment à Rennes, parce que Rennes n'a pas ouvert beaucoup de places en PASS. Rennes a dû ouvrir 300 places, alors que l'UBE en a ouvert 1000. Vous voyez, ils n'ont pas du tout les mêmes stratégies. Donc, au final, le recrutement, je dirais qu'il est un peu plus élitiste en PASS. La finalité est la même, je suis d'accord, mais attention, ça dépend de la stratégie de l'université. Parce que si c'est pour recruter au final des LAS 2 issus d'une PASS, eh bien c'est comme s'ils étaient tous passés en PASS. Enfin, je m'entends. On pose une question sur les spécialités. Oui, ben là, voilà, c'est le meilleur choix. SVT, physique, chimie, maths complémentaires. Je dirais. Je suis peut-être pas objectif, mais je pense que c'est le meilleur choix. Disons que si mon fils voulait faire ça, je lui dirais de faire ça. Enfin, si mon fils voulait faire médecine, je lui dirais de faire ça. Je dirais même que les maths, c'est hyper important parce que souvent, les étudiants qui viennent en médecine, enfin maintenant PASS ou LAS, ils ont une affection particulière pour la biologie. Et donc, ils vont souvent être bons tous en bio. Et ce qui fait la différence, c'est souvent les maths parce qu'il y en a des vraiment brillants en maths et d'autres qui ont un peu plus de mal. Et donc, la sélection va se faire encore par les maths. Vous voyez? Une S, quoi. Oui, c'est ça, une S. Alors, une S pour l'instant, hein, peut-être que ça changera. Mais je pense que la réforme du lycée n'a pas été encore vraiment intégrée dans les facs de médecine. Par contre, je ne sais pas ce que c'est ce PHLP. Je ne sais pas ce que. Ah, humanité, littérature, plus maths, plus SVT par E, c'est. Ouais. Mais on peut faire 3. On peut pas faire. Mode complémentaire, vous voulez dire, je suppose. Ouais, ben, s'il manque la chimie, ça va être dur, hein, mais. C'est possible, hein. De toute façon, si l'étudiant est brillant, c'est possible. Parce que l'un des objectifs, quand même, de la. J'ai beau être un peu sceptique, mais un des objectifs principaux, c'est tout de même de recruter avec des profils différents. Donc, s'il y a quelqu'un qui est brillant, qui est dans une LAS littéraire, qui tourne à 18 et de moyenne dans sa licence, et qui réussit sa mineure, mais peut-être pas aussi brillamment, au niveau du jury, je pense que ça aura son effet. Mais j'ai pas le recul. L'année prochaine, je pourrais vous en dire plus. L'économie de maths complémentaire, je dirais non. C'est-à-dire, vous pouvez peut-être m'aiguiller, je ne suis pas tellement au courant des maths complémentaires, c'est une option supplémentaire en terminale? Alors, je dirais qu'il faut la faire. Plus on travaille, plus on s'arme. On s'habitue très tôt à travailler. Et ça fait pas de mal pour eux de faire des maths. Alors après, je tiens quand même à dire que je vous donne mon avis sur ma vision de la chose. Je ne veux pas être non plus celui qui oriente. C'est-à-dire, il faut que vous preniez des avis aussi par ailleurs pour voir si les discours sont semblables, etc. D'où l'intérêt des ateliers qui vont suivre, hein, puisque là, c'est vrai que les enseignants des lycées vont pouvoir échanger avec les enseignants du supérieur pour voir un petit peu, avoir leur avis sur cette question-là, notamment. Mais c'est vrai que tant qu'on n'aura pas le recul sur la première campagne de recrutement, on va dire, la première année, c'est vrai que c'est très difficile parce qu'effectivement, après, on n'a pas de visibilité sur quel va être ce recrutement et ça va. Et puis
les étudiants, les élèves, enfin étudiants et élèves qui arrivent avec le nouveau bac, en fait, c'est pas ceux de l'année dernière. Donc tout ça il est possible qu'il y ait une évolution aussi du recrutement au cours des années à venir en fonction effectivement des spécialités qui ont été choisies, des profils des étudiants. L'idée, c'est quand même de varier le recrutement. Mais c'est vrai que là, pour le moment, je suis assez d'accord avec Alexis. Je pense que les facs de médecine n'ont pas fait cette évolution-là et qu'il va sans doute falloir attendre peut-être quelques années pour que les profils des candidats via les LAS en particulier évoluent pour que peut-être après le concours évolue aussi. Enfin, ou le recrutement, on va dire, plutôt que le concours. Voilà. Je pense que la chose qui pourrait faire bouger, c'est si on imposait aux facs de médecine de prendre un certain quota dans chaque classe. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je ne comprends pas la question là, de Madame Régnier. Est-ce que c'est spécialité ou complémentaire, en fait, à conseiller? Ah oui, oui. Ouais, ben, c'est pas facile à dire. En fait, les trois sont nécessaires. Oui, mais je pense que la responsabilité, enfin, je comprends qu'effectivement, on a une responsabilité en tant que chef d'établissement, en tant qu'enseignant, et même nous, quand on recrute et quand on est directeur d'études, mais à un moment donné, c'est aussi à l'élève de construire son orientation et de prendre, voilà, d'aller chercher vraiment l'information partout. Ce diapo-là, et puis je pense qu'Alexis et Erwan, vous serez peut-être disponibles au moment d'InfoSup pour des forums ou des choses comme ça. Je sais pas ce que vous avez décidé. Oui, on sera disponible. Voilà, c'est ça. Donc voilà, effectivement, c'est aussi aux élèves d'aller poser les questions et de se renseigner. C'est pas facile pour eux, mais c'est voilà, pas facile pour nous non plus. C'est-à-dire qu'on va tous avoir un avis qui diffère et un avis qui peut être orienté par plein de critères. Oui, Madame Régnier, je comprends qu'effectivement, est-ce qu'on va donner les conseils adéquats? On ne peut donner que les conseils voilà, les meilleurs possibles à un instant T. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas, c'est difficile. Bien, on va peut-être, oui, je pense qu'on va pouvoir conclure, oui, sur cette partie-là. Sur cette partie. Merci beaucoup, Alexis. Visiblement, d'après les remarques dans le chat que je ne relève pas, tu as été très clair. Donc voilà, sur un sujet complexe comme celui-là, c'était très bien. Donc merci à toi. Merci à tous aussi pour vos questions parce que c'était intéressant. Et puis on n'a pas fini d'en reparler. Je pense que voilà, ça sera sans doute d'avoir une réunion encore l'année prochaine avec un premier bilan de ce qui se fait sera sans doute indispensable pour nous tous. Donc voilà, donc nous allons passer à, normalement c'était prévu à 45, je crois, hein, Angéline. Oui, c'est ça. Aux ateliers donc plus disciplinaires en fonction autour des questions des spécialités. Alors, je remercie messieurs Lemourou, Georget et Gérard d'avoir accepté donc les inspecteurs IA, IPR dans différents domaines d'avoir accepté de participer à ces ateliers parce que c'est bien aussi d'avoir un regard plus croisé, plus complet entre chefs d'établissement, enseignants, inspecteurs, enseignants du supérieur sur ces questions-là. Alors, la raison pour laquelle nous avons décidé cette année de faire des ateliers autour de ces spécialités, on va dire, c'est bien sûr parce que les élèves de terminale, vos élèves de terminale, sont les premiers à arriver avec leur choix de spécialité, de 2 spécialités. Donc, c'est important pour nous de savoir un petit peu quels étudiants nous allons avoir en première année l'année prochaine. Et puis, c'est aussi important pour notre calendrier à l'UBS et donc nous avons vraiment besoin du retour des collègues du second degré parce que nous sommes dans notre campagne d'accréditation. Donc, nos diplômes, nos licences et masters, mais tous nos diplômes vont être accrédités pour la rentrée 2022. Et moi, depuis que j'ai pris mes fonctions, mais même avant, je me rends compte que sans doute que ce choix des spécialités
peut affecter le profil de nos étudiants et donc doit sans doute, ou pas, mais nous amener à une réflexion sur est-ce que nous gardons nos licences selon le même profil? Est-ce que nous les modifions? Si nous les modifions, dans quel sens? Et juste pour lancer le débat là-dessus, lorsque je suis allée rencontrer la composante droit, sciences et cogestion avec Angéline d'ailleurs, les collègues de sciences et cogestion nous ont dit qu'ils avaient des inquiétudes par rapport à des profils d'élèves, enfin de terminale, qui auraient laissé tomber les mathématiques, justement, c'est toujours encore cette même discipline, et qui viendraient en DSEG, qui seraient pris, puisque d'abord, il n'y a pas de sélection à part les effectifs, et puis qu'ils auraient des bons résultats en terminale, mais sans avoir fait de mathématiques, et ils se posent la question de savoir comment ils adaptent leur maquette à ces profils-là. Donc voilà, je pense que vous allez avoir beaucoup de choses à vous dire et c'est vraiment l'idée d'avoir une connaissance mutuelle de ce que vous faites et de ce que nous faisons et de comment nous allons tous faire en sorte que ces futurs étudiants réussissent, que ce soit en licence générale, que ce soit en but ou que ce soit ailleurs d'ailleurs, hein, puisque je rappelle que mon travail, c'est aussi de permettre à tous les lycéens de trouver l'orientation qui leur correspond le mieux. Par la suite, alors je ne sais pas, vous allez voir comment vous vous organisez après dans les ateliers, mais bon, vous pouvez désigner je sais pas, un chef d'atelier ou qui pourra peut-être prendre la parole, mais vraiment vous allez vous organiser comme vous le souhaitez. On se posait la question avec Angéline de savoir si peut-être que certains d'entre vous auront envie de lancer des groupes de travail autour de certaines spécialités ou pas, mais soyez libres de le faire. Nous, après, on peut tout à fait mettre ça en musique et vous aider dans l'organisation. Il va y avoir des membres de l'équipe d'Angéline du SUEP que je remercie infiniment, qui seront présents dans les ateliers pour noter un peu les questions, les réponses, et puis nous vous ferons un retour là-dessus ensuite. Et puis enfin, suite à cet après-midi, il y aura forcément, je reviendrai vers vous avec Angéline pour anticiper peut-être sur d'autres actions à venir, d'autres projets à mener, d'autres collaborations à établir pour essayer, toujours obtenir cette connaissance mutuelle et puis cette culture commune aussi de ce que c'est puisqu'un lycée, la différence entre un lycéen de terminale et un étudiant de première année, c'est jamais qu'un été, souvent, peut-être confiné. Donc ça se ressemble. Donc il faut vraiment qu'on communique là-dessus. Donc voilà, vous allez avoir des liens un petit peu, des liens différents qui vous étaient transmis par Angéline dans son mail du 15 décembre. Donc j'espère que vous allez pouvoir vous connecter. Moi, j'ai d'autres obligations, donc je peux pas rester avec vous jusqu'en... Ah, puis je me rends compte que j'ai pas mis ma caméra, Angéline, tu aurais dû dire. J'ai d'autres obligations, désolée, donc je peux pas rester avec vous jusqu'en fin d'après-midi, mais j'espère vraiment que ces échanges seront fructueux et intéressants pour tout le monde. Donc voilà, vous allez pouvoir vous connecter. Une fois encore, je vous remercie beaucoup de votre participation. Je trouve que c'est important que nous puissions tous échanger autour de cet objet commun qu'est l'élève étudiant. Et puis j'aurai sûrement plaisir à vous retrouver une prochaine fois. Et si je ne vous vois pas avant, je vous souhaite de bonnes vacances qui seront effectivement tout à fait méritées. Il y a une question: comment allons-nous considérer qu'une spé artistique? Eh bien, je pense qu'il y a des départements où ils seront quand même, ils auront un profil intéressant puisque les associations, il y a des associations, il y a des études littéraires, il y a l'étude sur le cinéma et sur, alors il n'y a pas de département de cinéma, mais il y a des cours sur l'analyse de l'image dans plusieurs départements. Donc ça peut être un profil intéressant. Mais voilà, vous allez pouvoir effectivement en discuter après dans les ateliers. Angéline, je ne sais pas si tu voulais ajouter un dernier mot. Alors, je voulais juste, alors c'est purement technique, au niveau, vous avez reçu des liens, donc apparemment on a un lien qui ne fonctionne pas, le lien pour l'atelier numéro 4. Donc, ce que je vous propose, c'est de garder un œil sur votre boîte mail et je vous renvoie un lien. Donc, si effectivement il est confirmé que ce que je vous avais envoyé en fait ne fonctionne pas pour le lien numéro 4. Voilà. Merci beaucoup à vous et à tout de suite pour les ateliers qui vont suivre.
Merci, bon après-midi. Angéline, Oui, c'est Cédric, pareil. Est-ce que tu pourrais m'envoyer le lien pour tout ce qui est Gym GTE Clio? oui, J'ai je te pas renvoie reçu. tout de suite. Merci. Je te le renvoie. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir, à bientôt.